Bonsoir, mardi 13 juillet, bienvenue dans le journal de la rédaction de TV78. Voici les titres. La fête nationale, c'est demain. Dans un instant, le programme des feux d'artifice à voir autour de chez vous. Et puis la suite de notre dossier consacré à l'événement. Rencontre ce soir avec le capitaine Leblay à la tête du centre d'instruction de la garde républicaine de Saint-Germain-en-Laye. Il sera porte-étendard lors du défilé sur les Champs-Élysées à Paris. Il n'est pas que le cheval de Zorro, Tornado, c'est aussi le nom d'un projet autour du véhicule autonome. Il s'est déroulé pendant 4 ans dans l'agglomération de Rambouillet-Territoire. La semaine dernière, les expérimentations ont pris fin avec un ultime test, la circulation sur route ouverte. Enfin, l'été a débuté avec ses incertitudes, où partir avec la propagation du variant Delta du Covid-19. Et si vous la jouiez locale pour cette fois, à la fin de ce journal, nous serons dans un camping installé dans la Cité Royale de Versailles. Focus également sur le programme des activités au sein des îles de loisirs yvelinoises. Et une funambule dans le ciel saint-quentinois, c'est le reportage que nous n'avons pas pu vous proposer hier. Il sera à retrouver à la fin de cette édition. Mais d'abord, une nouvelle allocution pour Emmanuel Macron. Hier soir, le président de la République a pris la parole depuis un lieu inhabituel, le nouveau Grand Palais, pour annoncer de nouvelles mesures face à la propagation du variant Delta du Covid-19. Obligation d'être vacciné pour les soignants, extension du pass sanitaire. Nous parlons de ces annonces avec Marie Lebec qui est avec nous par téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Et députée La République En Marche de la 4e circonscription des Yvelines. Alors, Emmanuel Macron est venu en quelque sorte briser l'insouciance des vacances qui régnait ces derniers jours, et notamment avec l'euro qui a pris fin également il y a peu. C'était une prise de parole nécessaire face à la propagation de ce variant Delta. Quelques chiffres, plus de 4000 cas en 24 heures en France, et le taux d'incidence qui a grimpé dans les Yvelines de 18 points en une semaine. C'était important cette prise de parole ? Oui, je crois que c'était une prise de parole importante. Puisque ça a permis au chef de l'État de rappeler que même si on avait eu ces derniers temps des mesures d'allègement qui étaient notamment dues à la première vague de vaccination, la crise sanitaire n'était pas finie. On constate depuis quelques jours une remontée des contaminations, et donc c'est important aussi que, je pense, le président continue de s'engager dans cette bataille, à la fois pour rappeler qu'il faut collectivement être respectueux des gestes barrières, et également pour inciter toujours plus les Français à aller se faire vacciner. Alors une mesure phare qui a été annoncée par le président de la République, c'est l'obligation vaccinale pour les soignants et non-soignants des hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements pour personnes en situation de handicap, tout comme pour les professionnels et les bénévoles qui sont au contact des personnes fragiles à domicile. Pourquoi il fallait aller vers cette vaccination obligatoire pour les soignants et non-soignants qui travaillent auprès de ces publics fragiles ? Bien, déjà, en premier lieu, c'est un public qui est particulièrement exposé au risque du Covid, qu'on a réussi à vacciner massivement, donc qui est mieux protégé. Mais comme on l'a dit, si le vaccin protège des formes les plus graves, il n'exclut pas que vous puissiez être vous-même contaminé, et donc aussi contaminer vos proches. Et puis ensuite, parce qu'on constate malheureusement que encore trop de soignants ne sont pas vaccinés. Et si on veut une action efficace pour endiguer le virus, alors que les personnels soignants sont une catégorie de population qui est extrêmement exposée à ce virus, il faut absolument les inciter à aller davantage vers la vaccination. Mais je voudrais qu'on prenne un cas assez concret. L'Italie a fait la même chose, et on constate qu'aujourd'hui, 97% des soignants sont vaccinés en Italie, et qu'il n'y a pas eu besoin de recourir à des sanctions. Ça peut être aussi peut-être un petit peu la forme de pression psychologique qui permet à ceux qui attendaient un petit peu, qui n'étaient pas pressés d'aller vers cette vaccination, d'y aller franchement pour justement casser la circulation épidémique. Avec une obligation qui prendra effet à partir du 15 septembre. Alors pour le reste des Français, le pass sanitaire est élargi avec plusieurs dates. Le 21 juillet, pass sanitaire dans les lieux de loisirs et de culture de plus de 50 personnes. À partir de début août, c'est dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, les hôpitaux et notamment les maisons de retraite, mais aussi pour les voyages en avion, en train, en car longue distance. Alors pas d'obligation vaccinale encore, mais on tend tout de même vers ça, Marie Lebec, puisque à partir de l'automne, les tests ne seront plus remboursés. Je crois que ce qu'on veut depuis le début de cette crise sanitaire, c'est de convaincre les Français du bien fondé de cette vaccination, à la fois que le vaccin est sûr et efficace pour ceux qui pourraient avoir des doutes et des inquiétudes qui sont parfaitement légitimes, et c'est aussi le sens de continuer de s'appuyer sur les professionnels de santé pour relayer ce message, mais aussi parce que nous ne souhaitons absolument pas aller vers des mesures de reconfinement. Je crois qu'il y a un impact psychologique à ces mesures, un coût économique aussi qui est important, et parce que nous devons prendre en compte aujourd'hui qu'une part de la population française qui est vaccinée ne souhaite pas devoir
subir les conséquences de ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc on met en place des dispositions qui aujourd'hui soit vous incitent à aller vous faire vacciner si vous estimiez que ce n'était pas une urgence absolue, soit si dans certains cas vous ne souhaitez pas vous faire vacciner ou vous ne pouvez pas, parce qu'il y a quelques publics, par exemple les femmes enceintes qui ne peuvent pas se faire vacciner, d'aller vers un test sérologique qui vous permet en fait de savoir si oui ou non vous êtes positif et d'accéder aux lieux où il y a les plus de brassage de population. Pour nos restaurateurs, pour nos commerçants, c'est important qu'on arrive à rester ouverts et donc il faut pour autant qu'on endique cette 4e vague, on a les outils pour le faire et je crois qu'il faut pousser le maximum les Français vers la vaccination. Une dernière question, Marie Lebec. Aujourd'hui, le hashtag dictature était parmi les tendances tweets. Que répondez-vous à ceux qui disent que ces nouvelles mesures bafouent en quelque sorte les libertés individuelles ? Moi, je suis absolument scandalisée par cette comparaison. Elle me choque parce que je pense que c'est nier l'action du gouvernement, les actions qui ont été engagées depuis près de 1 an et demi maintenant pour protéger les Français, pour les accompagner, pour protéger les entreprises. Et donc, je crois que il faut savoir raison garder dans le choix des mots. Faisons tout pour ne pas aller vers une obligation vaccinale. Nous prenons un certain nombre de mesures pour freiner cette épidémie. Nous voulons aussi permettre à tous ceux qui sont vaccinés de retrouver leur part de liberté. Et je crois que ceux qui emploient ces mots ne se rendent pas compte peut-être de ce qui est fait depuis le début pour lutter activement contre ce virus. Merci Marie Lebec d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Député LREM de la 4e circonscription des Yvelines. Alors depuis les annonces du président, le site Doctolib pour prendre des rendez-vous de vaccination a été pris d'assaut. Dans les Yvelines, au 11 juillet, 684 563 personnes avaient été primo-injectées, plus 17 500 en une semaine. Le nombre de vaccinations totales progresse également. 523 089, 53 000 de plus en une semaine. Cet été, dans le département, 4 centres seront ouverts à Mantes-la-Jolie, Saint-Germain-en-Laye, Vélizy 2 ou encore au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines que vous avez vu à l'image. Ce dernier site a franchi hier, lundi, la barre des 250 000 injections. J-1 avant la fête nationale du 14 juillet avec une tradition, les feux d'artifice qui font leur retour après des annulations en 2020. Malgré les fortes pluies du jour, des événements seront bien maintenus ce soir. Voici un programme non exhaustif et notamment pour les communes d'Elancourt et de La Verrière qui ont fait le choix de mutualiser leurs feux d'artifice avec la commune également de Maurepas. Rendez-vous à 23h à la Coulée Verte. Les défilés et animations habituelles ne seront pas organisés. À noter qu'à Voisins-le-Bretonneux, le bal populaire est annulé en raison de la météo. Trappes maintient les activités. Rendez-vous maintenu aussi à Guyancourt au jardin des Gogottes. À Saint-Germain-en-Laye, le défilé militaire aura bien lieu à 20h avec un bal et des rendez-vous qui peuvent aussi évoluer avec la météo, avec un contexte toujours incertain. N'hésitez pas à suivre les différents sites internet de vos communes. Toute cette semaine d'ailleurs, TV78 met en lumière cette fête nationale au travers du dossier de la rédaction. Incontournable pendant le défilé, la garde républicaine descend les Champs-Élysées tous les 14 juillet. Juste derrière la fanfare et le colonel, on retrouve le porte-étendard. Cette année, c'est le capitaine Jean-François Leblay qui aura cet honneur. Il dirige le centre d'instruction de la garde républicaine à Saint-Germain-en-Laye. Une rencontre signée Juliette Prigent. Des gestes bien précis. Présentez, sobre. Un protocole à respecter. Portez, sobre. Attention pour marcher. En avant, au pas, marche. Le capitaine Jean-François Leblay s'entraîne pour le jour J. Il sera le porte-étendard de la garde républicaine pendant le défilé du 14 juillet. Dans la carrière, c'est lui qui donne le pas. Il est en duo avec Chopin, son cheval gris, qui l'entraîne pour son premier défilé. Alors là, on rentre dans une préparation en vue du 14 juillet. Donc on habitue les chevaux gris de l'étendard à travailler parmi un groupe de chevaux, parce que là il y a beaucoup de chevaux dans la carrière. Et en même temps, je regarde un petit peu s'ils sont en conditions physiques suffisantes pour pouvoir faire le défilé dans de bonnes conditions, parce que ce défilé dure quand même 6 heures. Entouré de la garde à l'étendard, il donne les instructions pour apprendre à manier le sabre. Il faut dire qu'à 55 ans, celui qui dirige le centre d'instruction de Saint-Germain-en-Laye depuis 2019 n'en est pas à son premier défilé. La gendarmerie, c'est une affaire de famille. Son père l'était et lui a montré la voie.
En 36 ans d'ancienneté, Jean-François Leblay compte plus rapidement les fois où il n'a pas participé au défilé du 14 juillet. Et pourtant, chaque année, c'est la même émotion que la première fois. La première fois, vous ne savez plus où donner de la tête en fait. C'est-à-dire que vous voyez énormément de monde sur le bord de la route qui vous acclame jusqu'au moment où vous montez jusqu'au rond-point de l'Étoile avant de descendre les Champs-Élysées. Et c'est très intense. Il y a de la couleur, il y a des cris, du bruit. C'est incroyable. Et vous êtes presque spectateur de vous-même parce que c'est quelque chose d'unique. Être porte-étendard, c'est toujours une fierté pour lui, l'occasion de réaffirmer chaque année son sentiment d'appartenance à la nation et à travers la tenue, toute la symbolique de ce rôle. Là, j'ai par exemple le fanion du centre d'instruction, donc toujours beaucoup de symbolique, les armes de la garde républicaine. Donc lorsque je serai à cheval, je positionnerai ceci dans la botte de lance. Ça me permettra de pouvoir tenir facilement l'étendard. La grenade de gendarmerie qu'on retrouve à différents endroits sur l'arnachement et l'uniforme, les galons jaunes sur le tapis pour les officiers, les chaperons qui viennent habiller la selle ou encore le sabre modèle 1822 pour se défendre, tout un attirail que le capitaine Leblay devra mettre pour le défilé du 14 juillet. Dans le reste de l'actualité, l'épilogue pour Tornado dans le Sud-Yvelines. Ce projet autour du véhicule autonome s'est déroulé pendant 4 ans dans l'agglomération de Rambouillet-Territoire. L'objectif, favoriser la mobilité en zone peu dense. Pendant une semaine, d'ultimes tests ont été réalisés dans le parc d'activités du Bel Air à Rambouillet et pour la première fois sur route ouverte. Reportage. Difficile de passer inaperçu pour ces 2 véhicules autonomes. Ils embarquent notamment des systèmes de localisation, de perception et de communication avec l'extérieur. Ces Renault Zoé électriques ont roulé du 5 au 9 juillet dans le parc d'activités du Bel Air à Rambouillet. Une première circulation sur route ouverte avec la traversée de ronds-points et 2 configurations, l'une classique sans aménagement particulier, l'autre avec le giratoire de la RD 150 équipée de caméras. Ces caméras filment le carrefour, détectent les usagers de la route et transmettent leur position aux véhicules autonomes par des modems sans fil, de communication sans fil. Pour prendre ces décisions, la voiture embarque un système de navigation fonctionnant grâce à l'intelligence artificielle. L'objectif pour les membres du laboratoire Eudiasic qui ont mené ces expérimentations, démontrer l'interaction entre le véhicule autonome et l'infrastructure intelligente et garantir un niveau de sécurité maximum. Faire qu'un véhicule autonome s'insère dans ce genre de carrefour est particulièrement complexe. C'est vraiment important que l'infrastructure, avec ses caméras, aide le véhicule autonome à bien percevoir, à mieux anticiper ce qui se passe, et de façon à ce que sa navigation soit très sûre. Parce que ce qu'on veut éviter absolument quand on a un véhicule autonome, c'est qu'il crée des accidents ou qu'il rentre en collision. Une semaine de tests qui vient clôturer un projet de 4 ans, son nom Tornado, à son initiative Rambouillet Territoire qui a accueilli l'expérimentation, facilité son déroulement. 70 habitants y ont également collaboré. Pour l'agglomération, le défi est immense, répondre à la problématique de la mobilité en zone rurale. Pour moi, c'est un vrai sujet de rayonnement du territoire, de montrer que notre agglomération est une agglomération innovante, qui est capable de déployer du service de très haute technologie, de très haute valeur ajoutée. Et c'est une impulsion qui est donnée pour qu'on poursuive un Tornado 3, je l'espère, je l'appelle de mes voeux. Dès que possible, on y candidatera. Ces tests ont démontré que le véhicule autonome réagissait plus tardivement dans des carrefours non équipés d'infrastructures intelligentes. Les ultimes conclusions seront révélées après analyse des enregistrements effectués lors de l'expérimentation. Séance du conseil d'administration de l'EPI Yvelines-Hauts-de-Seine. Les élus de l'établissement public interdépartemental se réunissaient à la scène musicale à Boulogne-Billancourt, 2 semaines après le scrutin des départementales. Au programme, l'élection du président avec une nouveauté. Pierre Bédier prend la tête de l'établissement. Le président du conseil départemental des Yvelines succède à son homologue des Hauts-de-Seine, Georges Siffredi, qui devient lui vice-président. Le mandat passe sous présidence yvelinoise pour respecter le choix fait en 2016 et respecter la décision de l'ancien président Patrick Devedjian, décédé l'an passé. Pour rappel, les 2 départements ont entamé une stratégie de rapprochement depuis 2016, mais la fusion n'est plus à l'ordre du jour pour le moment. Écoutez cette interview de Pierre Bédier recueillie par Mélanie Poquet. La fusion n'est plus à l'ordre du jour à partir du moment où on ne nous fait plus une métropole
qui d'un côté exclut les Yvelines et qui de l'autre absorbe les Hauts-de-Seine dans un magma de mauvaise gestion Paris-Seine-Saint-Denis, même si je pense que la gauche va être moins alerte puisque le département du Val-de-Marne qui pouvait assurer la majorité est passé dans une majorité de droite et de centre. Donc, mais le principe même de cette fusion n'est pas abandonné. À partir du moment où la métropole parisienne ne sera pas définie selon nos vœux, qui sont non pas les vœux de ce que veulent les élus, mais de ce qui est bon pour la population. Nous sommes là pour défendre les intérêts de la population. Eh bien, ce projet de fusion reste l'arme au pied. On n'est pas proactif, mais nous ne serons pas inactifs. Après 3 ans de rénovation, l'auberge des 3 hameaux à Choiseul vient d'être inaugurée. C'était en présence de nombreux élus, dont Gérard Larcher, le président du Sénat. Cette réhabilitation a pu voir le jour grâce à différents fonds municipaux, départementaux et régionaux. Célia Gatsongo et Léonore Sinoquet. C'est la renaissance d'une auberge. Fermée en 1965, l'auberge des 3 hameaux à Choiseul était devenue une maison d'habitation. Puis la commune a décidé de la racheter en 2017. L'inauguration a eu lieu en présence de nombreux élus, dont Gérard Larcher, président du Sénat, qui a apporté son soutien à ce projet. C'est le fruit de la volonté d'abord d'une équipe municipale et aussi d'un chef d'entreprise qui a eu le courage de s'engager, et les temps ne sont pas faciles pour cet engagement. C'est aussi le fruit du soutien du département, de la région. Ils ont aidé à concevoir, à financer, à accompagner ce projet d'auberge. C'est une choiselienne qui a été choisie pour être la gérante de l'établissement après plusieurs candidatures. Avec une salle de 80 mètres carrés et 50 couverts, l'auberge des 3 hameaux propose une cuisine traditionnelle française. Plus qu'un simple restaurant, cet établissement est un lieu de passage. On a mis en place un relais colis où on va accueillir les jeunes choiséliens le mercredi midi à l'auberge, à manger. On est sur l'axe de la Vélocénie. Donc on va accueillir des cyclistes, on va accueillir des randonneurs. Voilà, c'est un endroit un peu à la croisée de plusieurs chemins. Seul commerce de Choiseul, 1 million d'euros a été investi pour concrétiser ce projet de rénovation. C'est quand même un travail de plus de 3 années, déjà d'avoir un lieu de convivialité et d'accueil sur Choiseul, et aussi d'activité économique qui est créatrice d'emplois. Ce lieu accueillera aussi un gîte à l'étage pour 6 personnes. Malgré des conditions climatiques pas toujours évidentes, des touristes français ou étrangers ont choisi les Yvelines pour passer quelques jours ou quelques semaines de vacances. Et pourquoi pas vous, Mickaël Elmidoro et Nicolas Dandry se sont rendus dans un camping à Versailles. Regardez. Les grandes vacances d'été ont débuté la semaine dernière en France et dans les Yvelines. Nous sommes au camping de Versailles. À mes côtés, une famille qui vient d'Auvergne pour passer ses vacances. Alors madame, comment ça se passe ces vacances ici ? Eh bien très bien, on profite de la région, on fait des visites, France Miniature, le château, Thoiry, donc belle région malgré le temps. Oui, justement la météo n'est pas au beau fixe, comment vous faites ? Eh bien, on est sous tente, donc on fait avec et puis on profite de l'infrastructure du camping, de la piscine et tout ce qui est intérieur. Comment ça se passe vraiment dans ce camping ? Vous faites des activités ou qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, disons que le matin, nous prenons le petit déjeuner. Nous partons pour une visite aux alentours. Et puis, en début d'après-midi, nous sommes de retour. Et nous faisons soit une petite sieste, nous allons à la piscine, nous jouons aux cartes, nous venons prendre un verre. Et ensuite, c'est l'heure de la douche et du repas du soir. Des choses assez tranquilles, on va dire. Justement, vous allez continuer à votre partie de cartes. Il y a environ entre 70 et 75% de taux d'occupation ici dans ce camping de Versailles. Margot, vous êtes la responsable. Est-ce que vous confirmez 70 à 75% d'occupation ? Oui, tout à fait. Là, surtout depuis le début des vacances, donc depuis le début du mois de juillet, on voit aussi que certaines frontières se sont réouvertes. Donc on a la clientèle internationale qui est au rendez-vous ici au camping. Des clients internationaux, des Français peut-être également ? Tout à fait. Alors on a plus sur les hébergements insolites une clientèle même francilienne, plutôt originaire d'Île-de-France. Mais après sur les emplacements plutôt néerlandaises et allemandes. La météo, ça joue forcément sur le taux d'occupation d'un lieu comme celui-là ?
Tout à fait. Surtout hors vacances scolaires où on va avoir des week-ends bien remplis avec le beau temps. Mais après, voilà, on a aussi des activités à faire par mauvais temps. Et là, la clientèle est aussi au rendez-vous et est bien occupée. On vous souhaite en tout cas un meilleur temps. La météo devrait revenir au beau fixe à partir de la fin de la semaine. Une saison estivale qui est déjà lancée depuis une semaine et les îles de loisirs se préparent à l'afflux des visiteurs. Alors on en parle souvent de la météo, mais elles espèrent, ces îles de loisirs, une meilleure météo justement pour lancer définitivement cette saison. Célia Gatsongo. Les kayaks sont déjà de sortie, mais peu de kayakistes en vue. Sur l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, on attend le soleil, mais les activités ne manqueront pas cet été. Au programme mini-golf, balade énigme, quad, karting ou encore parcours acrobatique. Pour cette saison, cette activité purement estivale a été agrandie. Un parcours supplémentaire et puis le doublement du parcours le plus difficile, en fait, le parcours noir. Donc voilà, l'objectif étant d'apporter plus de fluidité à la pratique. Ça, c'est vraiment la grosse nouveauté. Pour autant, les contraintes sanitaires ne sont jamais loin. La distanciation sociale dans toutes les activités, c'est quelque chose qui est pris en compte. Et le port du masque, à certains moments, même sur des activités en extérieur. Exemple, au parcours acrobatique en hauteur, quand il faut s'équiper, là c'est masque obligatoire à partir de 5 ans. Des temps forts viendront ponctuer l'été comme le village sportif et culturel à destination des jeunes et des familles. Le judo tour donnera des initiations gratuites et un cinéma de plein air sera mis en place. En fonction des événements, les jauges seront différentes. Sur le village sportif et culturel, on a des ateliers avec 12 personnes maximum sur 4 hectares, donc on aura 150 personnes maximum sur l'espace. Même protocole du côté des étangs de Hollande. Depuis le 1er juillet, la jauge est passée à 1000 personnes sur place, mais les contraintes sanitaires tendent à s'assouplir. A priori, moins de gestes barrières. Effectivement, je vérifie parce qu'à chaque fois, vous savez, c'est un peu mouvant, ça peut changer à la dernière minute. Donc oui, effectivement, un allègement général des mesures, tout en restant précautionneux. Les visiteurs pourront donc apprécier la baignade et le bronzage, mais aussi des activités comme le pédalo, le mini-golf ou encore le kayak. La base de loisirs est un élément majeur d'attractivité du territoire, sur l'aspect bien sûr sport, loisirs, mais aussi tourisme. C'est un site absolument remarquable qui est un atout pour le sud d'Yvelines. Sur une saison de mai à septembre sans Covid, 50 000 visiteurs étaient présents sur le site. Les responsables espèrent se rapprocher de ce nombre cette année, si les conditions sanitaires le permettent. Et puis retour sur cette performance pour refermer ce journal. Samedi à Guyancourt, Tatiana Mosio Bongonga s'était lancée sur un fil de 20 mètres, un fil de 20 mètres de haut pour une performance de funambule, spectacle proposé hors les murs par le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. L'artiste a relié le toit de la bibliothèque universitaire à l'immeuble Edison à Guyancourt. Mélanie Poquet, Patrick Jacques de Dixmude et Bichente Mérien Santisteban. Une performance de haut vol, le jeu de mots est facile pour un exploit qui ne l'est pas. La pluie et le vent n'ont pas fait trembler Tatiana Mosio Bongonga. La funambule a surplombé la perspective de Martha Pan, accompagnée d'artistes en live. Ce qu'on défend avec la compagnie, c'est qu'il n'y a pas juste une funambule, il y a des musiciens et il y a aussi tout un tas de personnes qui viennent nous aider. Je ne sais pas si vous avez vu les cavalettistes qui sont tenus par des personnes, c'est des habitants de Saint-Quentin en Yvelines. Donc ouais, c'est aussi la rencontre et le fait de vivre quelque chose tous ensemble. Un quart d'heure de traversée d'une longueur de 100 mètres à 20 mètres de hauteur. L'artiste a enchaîné les figures. Malgré le temps, le public était venu en nombre. La grâce de cette funambule, la beauté des figures, la musique, tout, magnifique. Un beau grand spectacle au cœur de Saint-Quentin, c'est chouette. C'est super, c'est la première fois que je vois ça, c'est vraiment très audacieux et incroyable, et j'oserais vraiment pas le faire. J'ai trouvé que c'était chouette, qu'elle était très forte pour faire ça. C'était impressionnant, c'était même stressant pour nous, peut-être plus que pour elle. C'était assez incroyable. Une performance vécue entre inquiétude, l'artiste évolue sans sécurité, et poésie par le public, un moment sur le fil.
performance réalisée par une professionnelle. Ne refaites bien sûr pas ça chez vous. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Retour de l'information en direct, l'information locale, jeudi dès 18h. Belle soirée avec TV78.